Eh bien, une des préoccupations donc, importantes de la région wallonne, c'est la thématique des changements climatiques que nous devons étudier et étudier cette thématique évidemment en lien avec les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, et plus globalement avoir une vision générale du cycle du carbone donc, en Wallonie. Alors on a déjà une bonne connaissance des inventaires des différentes émissions, on sait ce qui est émis par le sol agricole, on sait ce qui est émis par la forêt par exemple, on sait ce qui est émis par les activités humaines, les voitures, etc. Mais il y a un terme du bilan qu'on a certainement sous-estimé ou qu'on n'a pas étudié en détail, c'est le sous-sol. Est-ce que le sous-sol joue un rôle important dans ce cycle du carbone? Et on a l'occasion ici avec la grotte de Comblain-au-Pont de disposer d'un laboratoire vraiment à ciel ouvert pour étudier donc, tous ces phénomènes et pouvoir quantifier ces flux et de voir l'importance qu'ils ont dans ce cycle. Le CO2, ou dioxyde de carbone, ce qu'on appelle aussi le gaz carbonique, est présent naturellement dans l'atmosphère. Il y est présent depuis toujours, en tout cas depuis extrêmement longtemps, mais en quantité légèrement variable au cours des temps géologiques. Mais depuis 10 000 ans, on n'avait jamais atteint la teneur dans l'atmosphère libre qu'on observe aujourd'hui, puisque en 100 ans, le CO2 vient d'augmenter de 30% à l'air libre, en passant d'une teneur de 300 parts par million à une teneur de 400 parts par million aujourd'hui. Et donc, c'est une augmentation qui n'avait jamais été connue depuis des millénaires. Jean Gaudissart et moi, nous faisons des mesures de CO2 dans les grottes depuis plus de 40 ans maintenant. Et dans les grottes, il y a toujours eu plus de CO2, de gaz carbonique, qu'à l'air libre. Mais dans les grottes, la teneur en CO2 augmente considérablement et en 40 ans, nous avons des augmentations de 50, de 100%, voire davantage. Actuellement, nous mesurons parfois dans les grottes 10 000 et même 20 000 parts par million, c'est-à-dire 2% de l'atmosphère constituée de gaz carbonique, ce qui, bien entendu, n'est quand même pas du tout un danger pour l'homme. Pour mesurer le CO2 dans l'air, nous utilisons deux techniques fondamentalement différentes. La première technique, c'est une technique de mesure physique, c'est-à-dire qu'un rayon infrarouge d'une certaine longueur d'onde est plus ou moins absorbé par le CO2 suivant sa concentration dans l'air. Nous avons donc à ce moment-là des mesures non destructives et qui peuvent être suivies de façon électronique. Et la seconde technique est une mesure chimique, puisqu'elle mesure l'absorption du CO2 le long d'une colonne d'hydrazine. C'est donc une technique qui se rapproche d'une chromatographie en phase gazeuse. Et on peut voir ici que les deux techniques donnent des résultats vraiment très très similaires. La grotte de Comblain se trouve en partie sous un couvert forestier, en partie plus grande sous un couvert de prairies et en partie aussi, justement, à l'extrémité de la grotte, là où nous nous trouvons pour le moment, sous des cultures. Nous avons donc là des sols différents qui correspondent à alors des processus différents, puisque dans le sol, les végétaux et toute la biomasse, tout ce qui vit, respire et en respirant dégage du CO2. Pour mesurer les taux de CO2 dans le sol, nous avons mis au point 3 techniques différentes qui se complètent mutuellement. Ici, sous la bûche, j'ai un tube PVC et qui est connecté sur un boîtier. Ce boîtier, c'est tout simplement un boîtier PVC de 5 litres à peu près, qui est perforé de trous et qui absorbe le CO2 présent dans le sol. Je le connecte ici sur la pompe du dragueur. Il commence à pomper l'air du sol.
Voilà, 10 000. Donc grosso modo, nous avons 30 fois plus de CO2 dans le sol que dans l'air extérieur. Deuxième opération similaire à la première, en fait c'est une seconde technique de mesure qui nous permet de mesurer également le CO2 dans le sol, mais à partir de tubes en PVC. Alors en voilà un qui est enfoncé à 10 cm de profondeur et l'autre à 40 cm de profondeur. C'est aussi une façon de vérifier que nos mesures prises ici à côté sont sensiblement les mêmes. La lecture me donne 1,1%, c'est-à-dire 11 000 ppm. Voilà, exactement la même valeur que nous avions précédemment avec les mesures au XAM infrarouge. La troisième et dernière technique utilise le même senseur infrarouge que précédemment. Mais celui-ci est à présent placé dans un boîtier étanche enfoui dans le sol. Ce premier boîtier est relié à un second boîtier. Ce dernier est perforé de trous de manière à stocker le CO2 présent dans le sol environnant. Ici, nous avons installé les boîtiers. Nous allons donc y loger ce qu'on appelle le data logger, c'est-à-dire l'enregistreur de CO2, qui est un enregistreur en continu. En fait, il prend une mesure toutes les 3 minutes. Voilà toute l'électronique du capteur de CO2. L'air est absorbé par cette entrée ici. Il est chassé dans la chambre de mesure que voici, petite chambre cylindrique qui présente un regard sur le mesureur de CO2. L'air ensuite ressort par ici et retourne dans le boîtier de stockage du CO2. Tout cet appareillage, nous l'avons créé, réalisé nous-mêmes. En fait, c'est surtout un assemblage de composants différents qui nous permet d'avoir un appareil compact et opérationnel. Alors, ce CO2, quel est son rapport avec la grotte? Est-ce qu'il y en a plus dans le sol ou dans la grotte? Comment est-il fourni? Comment voyage-t-il? C'est la question que nous nous posons, au point que nous mesurons le CO2 dans chaque sol à différentes profondeurs. Nous faisons ce travail-là tout au long de l'année et nous travaillons au fil des 4 saisons. Mais pour compléter nos observations mensuelles et les relevés que nous faisons régulièrement, Jean a mis au point et nous installons dans la grotte 2 enregistreurs identiques, dont pour le moment, un est dans le fond de la grotte et l'autre tout près de l'entrée. À ma connaissance, la première fois que ceci se fait de cette façon-là. Ça va vraiment apporter un plus très important. Maintenant, il faut dire que le CO2 ne voyage pas seulement dans l'air, mais le CO2 peut voyager dans l'eau aussi. Le CO2 peut se dissoudre dans l'eau, comme le montrent les eaux gazeuses de table. Le CO2 peut passer alors de l'eau à l'air ou peut passer de l'air à l'eau. Donc nous mesurons aussi les qualités des eaux des résurgences, c'est-à-dire des sorties de grottes. Il est prématuré de tirer des conclusions déjà maintenant, du moins des conclusions fermes. Mais ce qui apparaît d'abord, c'est que cette grotte-ci présente 2 sections différentes. Une section près des entrées où la teneur de l'air est très variable parce que l'air peut bouger, et puis une section alors au-delà de ce circuit qui est une section calme, où l'air ne bouge pas et où simplement nous sommes persuadés que le CO2 ne varie qu'en fonction de ce qui lui arrive du sol ou
peut-être des eaux souterraines. Nous nous sommes intéressés évidemment à l'influence de l'homme qui visite les grottes sur la teneur en CO2. Quand un grand groupe de touristes visite une grotte, il dégage du CO2 et nous nous sommes intéressés à le mesurer. L'influence, c'est certain, il y en a une, mais elle est fort faible et surtout, elle est très brève. La grotte fait partie d'un système et il est bien rare, je crois, que ce système soit étudié en tant que tel. Depuis le sol qui est au-dessus d'elle, en passant par toutes les fissures qu'il y a entre le sol et la grotte, en allant jusqu'à la grotte et à ses parties inférieures qui, à Comblain, sont pratiquement inaccessibles, c'est-à-dire le réseau aquifère souterrain qui draine la grotte, tout ça fait partie d'un système. Et alors, les deux phases, liquides et gazeuses, sont en interaction et les trois milieux sont en rapport les uns avec les autres. C'est ça que nous devons approfondir. On est loin d'avoir fini.